Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va centrer, il centre, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Hormis les années où l'équipe de France a été concernée, en 1958, 82 et 86, les matchs pour la 3e place n'ont pas beaucoup ému chez nous. Tant le cœur n'y était plus pour l'une, 48 heures après l'immense désillusion de Séville, et tant pour l'autre, ce fut plus, finalement, la non-concrétisation d'une consécration entreaperçue après l'énorme victoire face au Brésil en quart, que la déception du non-match perdu en demi-finale face à la RFA qui empêcha les Français de beaucoup se motiver devant leur télé en 1986. À plus forte raison parce que, par-dessus le marché, à Alicante, où les Bleus s'inclinèrent 4-2 face à la Pologne, comme à Puebla au Mexique quand ils batturent cette fois la Belgique, c'est l'équipe des coiffeurs, comme on avait eu le mauvais goût de l'appeler, qui fut alignée. Ce qui n'avait pas été le cas en 1958. Car à l'exception de 2 joueurs blessés en demi-finale contre le Brésil, ce fut la même qui, à Göteborg, s'imposa 6-3 face à l'Allemagne. C'est qu'à l'époque, on ne rigolait pas avec ces choses-là. Le Portugal, lui non plus, ne prit pas cette rencontre à la légère en 1966, quand le jeudi 28 juillet arriva le jour de la disputée face à l'URSS. Pourquoi vous raconter ce match de classement entre Soviétiques et Portugais plutôt qu'un autre parmi les 19 qui se sont disputés entre 1934 et 2014, puisqu'il n'y en eut pas en Uruguay en 1930 ? Eh bien parce que c'est la seule fois dans l'histoire où ces 2 grands pays de football atteignirent les demi-finales d'un mondial. Ce qui en soi ne fut pas une surprise, car jamais autant que durant ces 60, le Portugal et l'URSS ne connurent une aussi belle génération de joueurs que celle qui s'articulèrent autour de Lev Yachine, 37 ans, et d'Eusebio, qui en avait lui 24, respectivement Ballon d'Or en 1963 et 1965. Lorsque l'Anglais Kenneth Dagnall donne ce jeudi 28 juillet à 19h30 le coup d'envoi de ce match, qui est le 4e en 8 jours pour les 2 équipes, il fait, pour ne pas changer, très frais et humide à Wembley. Pour être franc, on n'en espère pas grand-chose, car, comme l'avait écrit un jour Robert Vergne, l'une des grandes plumes de l'équipe des années 60-70, à propos d'une telle rencontre, je le cite, « On ne peut rien attendre, et c'est normal, 2 joueurs qui n'ont qu'une envie, celle de rentrer chez eux après avoir été battus en demi-finale. » Et ce pourrait être encore plus vrai cette année-là, de la part des Portugais, parce qu'au-delà du rythme infernal que leur a fait subir le comité d'organisation, dernière rencontre de poule, quart, demi, match de classement, en à peine plus d'une semaine, ils n'ont pas chômé depuis leur entrée en piste le 13 juillet. Ce sont eux qui ont hérité, lors de cette 8e Coupe du Monde, de ce que l'on n'appelait pas encore, entre guillemets, le groupe de la mort. Les Hongrois, qui avec une nouvelle génération retrouvaient leurs jambes de 12 ans, les Bulgares et surtout les Brésiliens tenants du titre, étaient ceux qu'Eusebio et ses copains devaient écarter de leur route si, pour leur première participation, ils voulaient atteindre les quarts de finale. Après avoir difficilement défait à la fois les premiers puis les seconds, c'est tout de même l'équipe type qui, bien que qualifiée, se présenta face au Brésil, lequel, ce jour-là, allait jouer sa peau. Ce match fut tout un symbole. D'un côté, il y avait les merveilleux originaux sud-américains, et de l'autre, leur copie très très réussie, puisque depuis 2 ans, on appelait les Portugais les Brésiliens de l'Europe, et Eusebio le Pelé européen. Les premiers furent finalement battus 3-1 et Pelé, qui n'avait pas encore 26 ans, fut massacré par le dénommé Moraïch sans que l'arbitre ne trouve à y redire. Une image forte de ce drame reste d'ailleurs aujourd'hui encore dans beaucoup de mémoires.
celle montrant Pelé, recroquevillé sur le flanc, que l'on crut ce jour-là perdu pour le foot, et Eusebio, bouleversé, penché sur lui en lui caressant doucement le crâne, comme pour s'excuser. Pendant ce temps-là, Yachine et ses camarades, c'est le terme qui convient, n'eurent qu'à dérouler face au Chili et à la Corée du Nord pour s'imposer, et n'eurent qu'une seule fois besoin de hausser la mire pour battre 1-0 les Italiens. Ils n'eurent pas non plus trop à forcer pour éliminer en quart de finale les fistons de Puskás, Kocsis et Chibor, certes brillants, mais encore un peu juste à ce niveau. Même si à Sunderland, en réussissant 3 arrêts miraculeux, Yachine effaça le fantôme d'Areca au Chili, où, 4 ans plus tôt, l'URSS avait perdu par sa faute contre l'Uruguay à ce même stade de la compétition. Ne pas avoir à trop se retrousser les manches, c'est exactement ce que l'on pensait que les Portugais, eux, n'auraient pas besoin de faire pour s'imposer face à des Coréens du Nord qui se retrouvaient là après avoir créé la surprise du siècle en sortant l'Italie. Seulement voilà, après 24 minutes de jeu, les petits bonshommes venus de Pyongyang menaient 3-0. Eusebio et ses potes furent bien obligés alors de se bouger un peu. C'est donc lui qui s'y colla, marquant 4 buts, ce que Wilimowski, Ademir, Kocsis, Fontaine avaient déjà réussi avant lui, mais que seul Emilio Butragueño, l'actuel vice-président du Real, fera après. Ayant laissé pas mal de force dans l'affaire, le Portugal, qui joua le tournoi avec quasiment la même équipe, fut évidemment un peu court sur pattes en demi-finale face à l'Angleterre 3 jours plus tard, d'autant que le futur champion du monde joua ce soir-là à Wembley son meilleur match de la quinzaine. La veille, les Soviétiques, eux aussi, avaient été un peu légers face à la RFA à Liverpool. Mais pour d'autres raisons. D'entrée, les Allemands, chez qui l'on découvrait le jeune Franz Beckenbauer, lequel en imposait déjà, durcirent une partie qui se transforma vite en une véritable bataille de tranchées. Ce qui fit dire à Puskás, qui était dans les tribunes à Goodison Park, le stade d'Everton, on se demande bien pourquoi on a donné un ballon à ces gars-là, des fusils leur auraient été plus utiles pour ce qu'ils décidèrent de faire. Malgré quelques parades encore prodigieuses du Grand Lève, l'URSS, très vite réduite à 10 après la blessure de Sabo, puis à 9 après l'expulsion de Chislenko à la 43e minute, dut cependant s'incliner 2-1, dont un marqué par le futur Kaiser justement. Ce jeudi 28 juillet à Wembley, Kenneth Dagnall ne connut de ce point de vue-là aucun souci. D'abord parce que les Portugais et les Soviétiques étant fatigués, il y eut beaucoup moins, disons, de corps à corps. Ensuite, parce que très rapidement, un moment fort donna une idée de ce que serait la suite des événements. À la 12e minute, dépassé par un centre arrivé de la gauche, Kurt Silava, le défenseur du Dynamo de Tbilissi, détourne le ballon en levant le bras, un peu comme l'a fait Umtiti contre l'Australie il y a 4 semaines à Kazan. Il y a forcément pénalty. Eusebio le transforme et marque pour la 9e et dernière fois dans ce mondial, dont il sera le meilleur buteur. Mais au lieu de manifester sa joie, ce garçon, qui avait toujours eu l'impeccable Pelé pour modèle, alla doucement chercher le ballon au fond des filets, puis, tout en respect, serra la main de Yachine et lui donna l'accolade. L'égalisation de Malafayev, juste avant la mi-temps, ne donna lieu à aucune célébration démesurée de la part des Soviétiques, pas plus que le but victorieux de José Augusto à 2 minutes de la fin n'entraîna d'hystérie collective chez les Portugais. Et lorsque tout cela fut terminé, Yachine prit Eusebio par les épaules et ils parcoururent ainsi le très long chemin qui, à Wembley, menait à l'époque du rond central au tunnel des vestiaires, comme des seigneurs.